Salut toi! Wesh, tu dates! Mensonge, c'est moi qui date. On va même commencer par un disclaimer. Du coup, je vais m'excuser pour l'attente qu'il y a pu y avoir entre ces deux épisodes. Euh, je suis désolé parce que ça ressemble pas du tout à la spontanéité de l'idée du podcast, qui était censée être simple et pas contraignante pour moi. Mais j'ai eu, disons, quelques semaines un petit peu de bazar dont on aura l'occasion de parler, je pense. Euh, qui n'ont pas permis à mon cerveau de pouvoir se poser là-dessus. C'était vraiment impossible quand j'avais un peu d'énergie. Bah, elle servait à rien faire. Je vais en profiter justement maintenant pour vous faire la promesse que ça arrivera plus. Je dois des excuses toutes particulières à ma fan number one, qui est sûrement ma seule abonnée pour le moment. Elle se reconnaîtra. Bébé, je leur ferai plus, c'est promis. Je vais essayer d'être régulier. Donc l'idée que je m'étais fixée et qu'on va essayer de tenir maintenant, c'est que le podcast sorte tous les dimanches avec un petit peu le contenu de ce qui a pu se passer dans ma semaine et dans ma tête. Et on va s'y tenir. Vous venez me chercher par la peau des fesses, j'allais dire. Par les oreilles, c'est mieux. Et vous m'y tenez. Allez, on tarde pas, on enchaîne. What the fuck volume 1, c'est quoi? C'est un état des lieux de mon cerveau à chaque fois que je l'enregistre. Donc on peut varier sur beaucoup de choses. L'intérêt, c'est de discuter ensemble de tous les sujets possibles, du cosmos, de la condition humaine, du quotidien, de la politique, de la vie, de ce qu'on regarde à la télé, de ce qui nous intéresse, de ce qui nous fait frétiller les papilles, de la planète, des animaux, des plantes, enfin bref, t'as capté. Pour me présenter très sommairement, je m'appelle Vincent, j'ai 39 ans, je vis dans le 93. Je suis une créature terrienne, un citoyen du cosmos. Pour le reste, viens de checker mes réseaux sociaux. Ça se passe sous le nom de Vincent Yag. Ça peut être .yag-yag, underscore yag, mais on est là. Alors aujourd'hui, on va se détendre, on va se mettre bien. Je sais pas ce que vous voulez, un petit thé, un petit café, un petit pétard, quelque chose. On va parler fin du monde. Parce que clairement, je sais pas ce que ça vous fait comme effet l'actualité, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu la société qui est en train de s'écrouler. Il y a beaucoup de choses en même temps. On est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Il y a des pays en révolte un peu partout. Il y a une Coupe du Monde qui se fait dans des conditions qui sont affolantes au regard de là où on en est pour l'écologie. Il y a des problèmes de salaire en France, il y a des problèmes d'inflation à travers le monde. Il y a beaucoup de choses en même temps qui font que voilà, c'est compliqué. Je sais pas si vous êtes plutôt sur les difficultés du quotidien, si vous arrivez du coup à sortir la tête de l'eau ou pas. Genre, c'est vraiment hyper complexe. Il y a des moments où j'en suis à me demander quelles petites économies je peux encore faire. Et il y a des moments où je prends un peu de recul et où je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout? Vraiment, qu'est-ce qu'on fout, hein? Ça vous arrive pas, vous, de vous réveiller certains matins et de vous dire, mais pourquoi on continue à aller au taf? On est en train de foncer dans le mur. C'est quoi cette idée d'essayer de continuer à perpétrer un modèle dont on a vu qu'il marchait pas du tout? Il marche pas du tout, ce modèle. On est au bout du bout. Quelque part, c'est paradoxal parce que du coup, ça me plonge dans des réflexions qui sont parfois un peu, pas noires parce que ce serait pas le mot, mais un peu pessimistes. Et en même temps, même si c'est la merde, même si c'est le bazar complet, je suis hyper content qu'on en soit arrivé à ce point-là. Pourquoi? Parce que parce que c'est enfin le point de rupture, parce que c'est enfin, j'espère, le moment où on va trouver le moyen tous ensemble de se réveiller et de faire quelque chose, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà à l'action, je les en remercie et je les admire beaucoup pour ça. Tous les gens qui peuvent être activistes dans un domaine ou un autre pour essayer de faire changer la planète et les habitudes horribles qu'on a prises. Euh, mais voilà, moi j'y suis pas encore, mais ma conscience est éveillée, mais mes mains sont pas encore à l'action et je sais pas encore comment ça va s'articuler tout ça. Parce que être au point de rupture, ça veut dire qu'on est aussi au moment où c'est pas encore le pire, c'est-à-dire qu'il y a pire qui nous attend derrière, d'une manière ou d'une autre. Parce que grossièrement, on est face à deux options. Soit euh, on fait comme les dirigeants politiques
et on fonce dans le mur. On continue à essayer de perpétrer ce modèle dont on a vu les limites, dont on voit les limites actuellement, maintenant tout de suite, toutes les limites, qu'elles soient écologiques ou économiques. Donc soit on continue à essayer de perpétrer ça, on fonce dans le mur, on favorise le passage des extrêmes parce que tout ça va créer de la peur, puisqu'on va continuer à essayer de perpétuer un modèle qui ne fonctionne pas, donc toutes les peurs vont continuer à grandir, on ne va pas réussir à endiguer les problèmes d'écologie, on ne va pas du tout réussir à endiguer les problèmes qui existent même en termes de relations à l'échelle mondiale sur la planète, entre les différents dirigeants, entre les différents États, etc. Donc soit on fait ça, ce qui veut dire qu'on n'a rien arrangé, soit on essaye vraiment de s'en prendre à ce modèle, mais il faut que ça prenne un élan quasi planétaire. Il y a pas d'autre moyen maintenant tout de suite de changer les choses. On ne peut pas à l'échelle d'un seul pays réussir à changer la planète. Et du coup, c'est dans ce sens que ça me paraît compliqué. Parce que ça, c'est un processus qui, quoi qu'il en soit, même avec la rapidité de l'information aujourd'hui, qui va prendre un temps phénoménal. Donc on n'est pas au pire de ce qu'on connaît actuellement. On n'est pas au pire de l'inflation, on n'est pas au pire des tensions mondiales, on n'est pas au pire de tout ça. En tout cas, je ne le crois pas, même si je ne suis pas pessimiste de nature, au contraire, j'ai plutôt foi en l'être humain, et même s'il prend du temps, j'ai tendance à croire que au bout d'un moment, il y a des choses qu'on finit par comprendre, et qu'on finit par assimiler, qui trouveront leur chemin, qui trouveront leur chemin, quand on aura résolu d'autres problèmes. Euh, voilà. Et puis il ne faut pas oublier que quand bien même on déciderait aujourd'hui, à une échelle planétaire, de changer nos habitudes, de changer nos façons de faire, d'arrêter le plastique, d'arrêter d'utiliser du pétrole, euh, tout court, de partir sur d'autres modes plus écologiques de fabrication des choses, etc. Tout ça ne peut pas se faire en 2 secondes 10, et tout ça va nécessiter, d'une manière ou d'une autre, de se serrer la ceinture aussi. C'est-à-dire que là, vu l'urgence du débat climatique, par exemple, on ne peut pas juste essayer de résorber, ce qui est clairement le message, hein. Si j'ai bien compris, il faut essayer de résorber. Voilà, le message n'a pas changé, c'est juste plus court encore. Euh, Quoi qu'il en soit, il faudra trouver des moyens. Là, maintenant, du jour au lendemain, on peut pas. Il faut des investissements fous, en fait, dans tous les domaines, si on veut pouvoir assez vite changer les choses, et il faut qu'ils se fassent à toute l'échelle de la planète. Donc, euh, ce sera, quoi qu'il en soit, une période difficile, parce que ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que finalement, le seul moyen de mettre fin à la société de consommation, c'est un peu la dénormalisation. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé de faire pendant des années et des années, c'est normaliser les choses à l'échelle planétaire pour qu'elles soient plus rapides, plus compétitives, plus moins chères, plus facilement fabriquées, etc. Sauf que tout ça, on se rend compte que c'est pas ce qui fonctionne en fait. Ça crée des différences de fou entre les pays, les classes sociales, etc., quels que soient d'ailleurs les gouvernements. Donc l'idée c'est de dénormaliser, c'est de reprendre des choses à un niveau local. C'est que voilà, c'est un changement complet, c'est un retournement complet de la société. Donc je suis assez optimiste et joyeux quand je parle de ça, parce que quelque part ça me paraît logique, et j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis s'il faut pour faire avancer le monde et tout. J'ai envie qu'on fasse ça tous ensemble et qu'on fasse ça dans la bonne humeur, donc je suis un peu bisounours, mais quelque part il y a quelque chose qui me motive là-dedans, parce qu'au moins je pense que ça nous donnerait à tous une, une, une raison d'exister beaucoup plus passionnante que ce que peut nous offrir la société de consommation, puisque clairement, à part consommer, il n'y a aucun autre moyen d'être, et c'est juste... voilà, on n'est pas fait pour ça, je ne suis pas un consommateur, je suis un être humain avant tout, et vous aussi. Donc c'est un peu
c'est un peu anxiogène tout ça. Même si dans l'absolu, enfin voilà, c'est ça, il y a des jours où je me lève, où je me dis, bon ben j'y peux rien, je sais pas quoi faire. Je- J'y changerai rien tout seul. Et donc je fais ma journée, et je constate qu'effectivement, ben, on est là, on fait pas grand-chose. En fait, on travaille pour survivre, grossièrement. Bon, je dis pas que je suis le plus démuni, il y a des gens qui sont dans des situations bien pires que la mienne et qui ont... Je les respecte beaucoup pour toute l'énergie qu'ils dépensent juste pour vivre. C'est dur, hein, c'est très très dur. Et je suis avec eux de tout cœur. Je peux pas dire que je fais partie de ces gens-là, parce qu'il y a encore plein de jours où je m'autorise des petites conneries, euh, ne serait-ce que, je sais pas, un café au truc du coin, tu vois. Il y a des gens, ils font même plus ça, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Le prix des pâtes, il a pris 20%, frère. C'est impossible de survivre. Bref, voilà, donc je fais même pas partie du pire, mais voilà, il y a des jours voilà, où je suis un automate et je me dis, bon ben, c'est ça qu'on vit, quoi. C'est ça qu'on est destiné à vivre, apparemment. Et il y a des jours où j'ai la rage, où je me lève, où j'ai la rage, où je me dis, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi je balance pas tout? Pourquoi, pourquoi on n'a pas un groupe clair de gens euh, qui sont déjà sortis du lot pour nous emmener ailleurs? Alors, je ne vais pas parler de conviction politique dans le détail maintenant, euh, parce que c'est toujours compliqué. Après, moi, j'attends vos retours avec beaucoup d'intérêt. Donc, si vous avez des trucs à dire en commentaire, si vous avez des choses, voilà, sans offenser personne, on n'offense jamais personne, s'il vous plaît. C'est la seule chose. On respecte les avis des gens et les avis divergents parfois. Mais avec beaucoup de plaisir, je prendrai vos retours sur de la politique et sur ce que vous pensez. Moi, j'aimerais croire dans un groupe comme les Insoumis. J'aurais aimé croire, plutôt. Mais je suis très déçu par la mise en action voilà, du combat que j'ai eu l'impression de mener avec eux. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à avoir essayé de les emmener très haut et à avoir beaucoup d'attentes du coup derrière. Et c'est pas du tout au niveau de ce que j'espérais. Euh, Ne serait-ce que tous les propos qu'il y a à droite à gauche que j'ai pu entendre ces derniers temps et ces derniers jours et qui m'énervent fortement. Voilà. Comme, comme le fait de vouloir voir le pays en grève parce que je comprends cette pensée, je vois ce qu'elle veut dire, mais en tant que responsable politique, c'est très 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 délicat comme propos à tenir. Et, euh, et voilà. Je suis pas, je sais, voilà, moi, le premier, je ne sais pas si la meilleure solution c'est la révolution sociale dans la rue, parce que je suis pas sûr que si on mettait tout le monde dehors, on arriverait pour autant à choisir les bonnes décisions pour les temps à venir. Après, il est très important d'encourager et de soutenir ceux et celles qui manifestent pour leurs droits, pour des choses qui sont honnêtes. Enfin voilà, j'ai pas de, moi j'ai pas spécifiquement de problématiques liées à, à l'essence puisque je conduis pas. Donc une fois de plus, je peux pas parler au nom de tout le monde. J'ai, je ne sais pas non plus quels sont. Voilà, il y a les journalistes ont essayé de nous, enfin, nous faire passer l'idée que ces gens-là gagnaient très bien leur vie déjà, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts pour nous désunir sur beaucoup de sujets, mais je continue à penser que tant qu'on n'a pas dans la peau de quelqu'un et qu'on ne sait pas ce qui s'y passe exactement, c'est un peu compliqué de, voilà, de juger à distance. Moi, je ne sais pas combien ils gagnent ces gens-là. Je ne sais pas combien de produits hautement chimiques ou de choses difficiles ils sont censés faire au quotidien. J'ai pas du tout d'idée de la difficulté de leur travail ou quoi. J'ai rien à redire. Je pense que s'ils se battent, c'est qu'ils doivent avoir des raisons voilà, de se battre. Et je peux que les respecter. Donc voilà. Euh, je me suis perdu moi-même dans tout ce sujet. Mais bon, bref, tout ça pour dire, je sais pas si la solution c'est nous dans la rue, parce qu'en fait, euh, si c'est pour définir que des solutions à court terme, ça n'a aucun intérêt. Donc là, il y a un débat qui est quand même intéressant sur le fond du sujet, puisque la question c'est aussi comment des multinationales peuvent reverser de l'argent à leurs employés de façon un peu plus directe. Donc, euh, c'est pas la question la plus débile qu'on peut se poser. Je veux dire que ça continue
à faire marcher l'économie dans le même sens, etc., hein, sur les profits des entreprises, mais ça veut dire que peut-être que leurs profits doivent être gérés différemment. Et si c'est dans de la recherche et dans un meilleur développement et une meilleure rémunération des employés, je pense qu'il y a quand même un débat qui est intéressant à plus couvrir, à faire, à faire si on doit rester dans une économie de marché. C'est un des meilleurs moyens, en tout cas, de continuer à faire avancer l'humain, enfin, d'obliger les entreprises à faire avancer sur de l'humain. Euh, voilà, donc, ce sera tout pour la boucle politique que j'ouvre et que je ferme de manière très superficielle, mais au moins on en a parlé un petit peu. Euh, donc voilà, voilà où j'en suis moi. Je sais pas, vous, vous en êtes de votre dépression nerveuse, si ça commence à titiller fort ou si c'est devenu tellement du quotidien que c'en est blasant. Euh, En tout cas, j'attends beaucoup de vos retours là-dessus dans les commentaires, n'hésitez pas. On est tous là pour s'entraider et pour se soutenir les bros, donc il n'y a pas de problème. On est tous dans le même sac. Si vous êtes en galère, si vous êtes fatigué, vous avez le droit de le dire. Ça fait du bien des fois de le lâcher et surtout de le lâcher en toute bienveillance avec des potes. Donc vous pouvez foncer. Et si on enchaînait avec un truc qui n'a absolument rien à voir, mais vraiment rien à voir. Euh, Dans les programmes YouTube que je regarde, je suis tombé par hasard. Je souris parce que je vous ai déjà parlé de YouTube récemment et que j'ai l'impression qu'on n'est pas tous. Donc je me dis, ah là là, ils doivent se dire, ah, le mec nous reparle de YouTube. Ah ouais, je fais de la pub parce que je suis dessus. Euh, non, bref, j'étais tombé sur une jeune fille qui était choriste et qui donnait aussi des cours de chant et qui regarde genre des épisodes de séries où il chante ou bien des clips et voilà, qui fait des petits comments dessus, etc. Et donc là, elle regardait l'épisode musical de Buffy. Donc comme YouTube est pas con et qu'il sait que j'aime bien Buffy, il a dit ah vas-y, je vais lui balancer ça et donc j'ai regardé. Donc il faut savoir que l'épisode musical de Buffy est très très spécial, bon comme toute la série. Si j'en viens à parler de ça, c'est parce que je veux parler de Buffy justement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la jeune fille qui connaissait absolument pas l'univers de la série, euh, elle a pas dit de mal, hein, elle était plutôt cool, décontracte et il y a eu plusieurs fois des compliments et tout, mais je pense elle a réalisé en fait en regardant cet épisode que c'était une série complètement décalée. Et c'est ça qui m'a le plus amusé dans l'histoire parce que souvent, quand on, quand on rencontre des gens qui connaissent pas trop Buffy, etc., ou qui disent ah j'aime pas, souvent ils ont une, une vue très superficielle et en surface de la série, euh, qui donne effectivement l'impression que c'est un truc naze. En plus, bon, il faut remettre les choses dans le contexte. Les gens qui auraient vu ça en France, la version française elle est vraiment très très particulière. C'est pas la meilleure époque des doublages en France. Il y a plus de qualité maintenant, en tout cas je trouve. Et du coup, voilà, ça apparaît comme quelque chose d'un peu factice, très, très, ben, pareil en surface, très superficiel, avec une blonde qui est plutôt jolie, qui se bat contre des vampires qui sont assez mal faits. Euh, Il y a des démons qui sont mal faits aussi, on comprend pas trop. Enfin, on se dit, c'est quoi cette merde? En même temps, vous avez regardé les sœurs Halliwell, les gars. Ça, je vous le rappelle. Il y en a plein qui regardaient pas Buffy et qui regardaient Charmed, et franchement, en termes de scénario, salut, bisous. Bref, tout ça pour dire quand on connaît pas l'univers de cette série, c'est sûr que de loin, il peut paraître un peu naze. Mais je sais pas pourquoi je bataille encore pour ça, parce que ça fait des années que c'est fini et tout le monde s'en fout ou est passé à autre chose. Mais je tiens à dire que c'est une série extraordinaire. Et que c'est une série qu'il faut regarder absolument dans le détail si on peut et si on en a le temps. Et je peux même, pour les personnes que ça intéresserait, je pense faire un espèce de guide épisodique, genre les épisodes à voir, où vous allez à la fois pouvoir avoir l'histoire et les épisodes les plus dingues de Buffy, parce que ce qui est hyper intéressant sur cette série, c'est que en termes de réalisation, ils ont fait des choses que moi, personnellement, je n'avais pas vues ailleurs, et jamais vues ailleurs avant, et voilà, il y a cette possibilité, en fait, dans Buffy, de lire l'histoire sur tellement de niveaux
que c'est ça qui est dingue. Donc il y a effectivement ce niveau un peu euh, bachotage, euh, truc un peu ridicule du lycée, donc avec des situations goofy, des personnages un peu caricaturaux parfois. Ça, on est d'accord, c'est le truc de base de Buffy. C'est de se dire, bon, bah en fait, on a quelque chose à la base qui apparaît comme hyper lisse et très sitcom. Euh, mais à travers ça, ce qui se développe au fur et à mesure des saisons et des années, c'est une espèce d'allégorie euh, assez folle de ce que c'est que le passage de l'âge adolescent à l'âge adulte. Et c'est un peu sur ça exactement euh, que se tient Buffy. Alors oui, vous allez me dire, ouais, c'est hyper vu. Enfin, toutes les séries qui sont créées pour des adolescents, forcément, vont avoir un petit peu ce mécanisme puisqu'ils grandissent avec et tout. Alors oui, je suis d'accord, ok, c'est bon. Mais du coup, dans Buffy, là où c'est bien fait, je suis pas payé au nombre de fois où je dis Buffy, hein, mais ça va arriver souvent, ça va me saouler moi-même. Euh, Ce qui se passe, c'est que donc ça vient très progressivement, et c'est sur Buffy qu'on est centré, bien sûr. Donc c'est elle qui vit vraiment ce passage difficile. Et donc il y a beaucoup d'éléments qui vont apparaître au fur et à mesure de la série, qui vont vraiment dramatiquement changer la façon dont elle va voir les choses, et surtout changer sa responsabilité et sa façon d'agir face au monde, et de prendre en main les choses. C'est vraiment sur tout ça que repose la série. Et tous les personnages, bon, ben, passent un petit peu par ce truc où ils grandissent. Donc je tiens à rappeler aussi, pour info, que c'est une des premières séries à cette époque qui a célébré aussi fort et avec autant de beauté un couple de meufs. Parce que donc, désolé, là je vous spoil direct, mais Willow, la sorcière dedans, à un moment de sa life, se rend compte qu'elle est attirée également par les filles, et surtout par une fille, et elles vont vivre toutes les deux un amour qui est hyper beau, qui est hyper simple, très... vous savez, un peu ces espèces de couples modèles où on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin de parler pour se comprendre, et ben exactement ça. Et de façon hyper simple et tout. Enfin, à l'époque, faut vraiment replacer les choses dans le contexte. Il y avait personne qui faisait ça à la télé, en tout cas à ma connaissance, et qui le faisait aussi simplement en mode genre, bon, ben, c'est un couple comme un autre dans la série. Et voilà, et en plus, bon, ben, c'est beau parce que ça se passe bien entre elles et c'était vraiment mignon. Et c'est assez fort. Donc il y a ça, déjà, c'est un bon argument. Mais donc je vous disais, il y a des épisodes qui sont hyper concept, en fait. Ça va vraiment être un peu comme. Il y a une autre série qui me fait cet effet-là, enfin, pas du tout pour les mêmes raisons, mais Breaking Bad, où je trouve que chaque épisode de Breaking Bad, c'est comme un film en fait. Ça t'embarque dans un univers, c'est timé, il y a tout, la musique, le rythme, il va changer à chaque fois et ça va être quelque chose de toujours, enfin, une expérience différente. Ce qui fait même des fois que Breaking Bad, je peux pas trop m'enchaîner les épisodes, parce que parfois un épisode c'est déjà lourd. Bon, bref. Dans Buffy, il y a aussi ce truc, et il y a des épisodes au fur et à mesure des saisons qui vont voilà, qui vont être des épisodes concept et qui vont montrer à quel point le show était déjà dans un truc un peu méta, dans l'idée que on sait qu'on fait un show, donc on fait un show aussi un peu sur l'idée de faire un show et sur ce que c'est que tout ça. Enfin, j'ai toujours du mal à expliquer cette idée de méta parce que bah, voilà, le mot en lui-même normalement doit suffire, j'espère. Donc par exemple, pour être concret, vous avez un épisode où il y a où Buffy donc sort avec un garçon. Euh, Elle lui a jamais dit encore qu'elle était la tueuse de vampires. Et lui, il est dans une espèce de force paramilitaire qui s'occupe aussi de régler leur coton aux méchants zombies, vampires et autres démons. Et il lui a jamais dit non plus à Buffy. Et donc ils sont à un moment là où ils vont vouloir, ils doivent se le dire, mais ils n'y arrivent pas en fait. Il y a toujours un truc qui les bloque dans cette question. Et pile poil, pour cet épisode, comme par hasard, me direz-vous, il y a une espèce de malédiction antique qui vient les hanter et qui fait que toutes les personnes de la ville perdent leur voix. Donc plus personne ne peut parler. Donc on est sur une thématique de problème de communication qui du coup continue dans l'action dans la série, qui est déjà, je trouve, intéressant. Ce qui est super intéressant dans cet épisode, c'est que quasiment pendant les 45 minutes de l'épisode, personne ne parle. Il n'y a pas de dialogue.
ça déjà c'est fort. Je sais pas, pas il faut le regarder cet épisode. Vraiment, je vous mettrai les noms des épisodes correspondants sur lesquels je m'attarde un peu plus. Donc voilà, et donc euh, il y a dans cet épisode, je sais pas, l'humour qui est déjà potache habituellement dans Buffy devient d'autant plus potache et d'autant plus drôle que du coup personne ne peut parler, tout est avec des gestes. Et je sais pas comment on arrive à s'en sortir avec ça, parce que même l'écrire, ça a dû être compliqué. Enfin, se dire je vais occuper le temps. Il n'y a pas tellement de musique qui prend le relais, hein. C'est vraiment juste des situations. C'est hyper bien fait, hyper bien fait. Et donc tout ça s'arrange heureusement, parce que Buffy peut enfin libère la ville en criant, en poussant un cri inhumain. Voilà, et donc elle libère la ville des démons. Et la série se finit où, enfin, cet épisode se finit où, du coup, à travers l'épisode, ils ont découvert l'un l'autre bah, leur secret réciproque. Et voilà, ils n'ont plus rien à se dire. Du coup, ils l'ont fait, ils l'ont vécu. Donc même ça, c'est amusant. Enfin voilà, il y a toujours ce côté méta. Donc l'épisode musical est un des autres épisodes qui est genre passionnant. Pourquoi? Parce que donc déjà tout l'épisode a été fait en chanson. Il y a pas énormément de dialogue entre deux. Ce qui pourrait dans beaucoup de, enfin ce qui a pu dans beaucoup d'autres séries me saouler dans les épisodes musicaux, ce côté où genre ah là là, enfin, si t'aimes pas la musicalité du truc, t'es obligé de subir souvent, donc c'est un peu difficile. Là, c'est pas le cas, en tout cas pour moi. Pourquoi? Parce que la plupart des numéros musicaux sont des pastiches, vraiment des espèces de canulars, puisqu'il y a toujours... Il y a de l'humour dans tout dans Buffy, donc même là-dessus, on n'hésite pas en fait. Donc c'est soit des modèles très très rock de cette période-là, des années 90-2000, un peu rock garage, pourrave. Sinon, c'est comment dire, je sais même pas comment on appelle ça, les numéros des années 50-60, un peu, ouais, un pastiche ringard. Enfin voilà, et tout est très très bien fait, les personnages sont respectés à travers ça, et même dans les lyrics, il y a des moments où du coup ils disent des trucs qui sont un peu méta, enfin, c'est vraiment vraiment drôle, et pour justifier cet épisode musical, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ben, forcément dedans, il y a un des personnages qui a fait appel par le biais d'une amulette à un démon, et la façon de procéder de ce démon, c'est de donner envie aux gens de chanter et de danser. Et du coup, à un tel point que parfois ils finissent par en mourir parce qu'ils dépensent trop d'énergie là-dedans et ils font une espèce de combustion spontanée. Alors oui, oui, c'est débile, mais c'est autour de ça que ça marche en fait. On part de ce truc débile, je vous l'ai dit, on fait du rigolo avec, mais il y a plus profond à creuser derrière, il y a toujours un truc et tout. Et, euh, et voilà, et donc cet épisode, c'est pareil, un épisode dont on a besoin dans le nœud de l'action de Buffy, parce qu'il y a plein de gens à ce moment-là qui se parlent pas, et qui ont des choses à se dire, mais qui n'y arrivent pas, et du coup, ça va leur permettre à travers ça de pouvoir tout exprimer, parce que du coup, ben, quand la musique est là, ils lâchent beaucoup plus de choses, et à travers les paroles qu'ils vont dire et chanter, et ben, tout le monde va un petit peu en savoir plus. Donc voilà. Euh, Et il y a un dernier épisode que je voulais aborder, qui est un peu plus dark, je reprends un peu de souffle, pardon, qui est un épisode qui s'appelle The Body, donc le corps. Euh, alors, pardon, je spoil aussi ici, donc bouchez-vous les oreilles 3 secondes 10, même si vous arriverez, vous pourrez plus suivre le reste du truc après, mais bon, c'est pas grave. Il y a donc un épisode où la mère de Buffy meurt. Euh, oui, il y a des choses terribles qui arrivent dans Buffy. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'épisode commence, Buffy rentre chez elle, donc elle habite avec sa mère, euh, et là, quand elle arrive, sa mère est étendue à moitié dans le canapé et déjà décédée. Cet épisode, il s'appelle Le corps, parce que pendant tout cet épisode, on va suivre le corps de la mère de Buffy,
ce qui lui arrive jusqu'à la morgue et jusqu'à l'enterrement. Et c'est un épisode qui a rien à voir avec le reste des épisodes autour, même si c'est une saison qui est déjà un peu plus dark, parce que la mère de Buffy qui tombe malade, etc. Voilà, c'est déjà un peu compliqué, mais bon, bref. C'est un épisode qui s'intéresse vraiment au fait que il y a cette incompréhension, enfin, cette chose qui est complètement, qui est hyper dure à saisir dans la mort, dans le fait que d'un seul coup, il n'y ait plus qu'un corps, que ce qui l'habitait auparavant est complètement parti et que ce qu'on appellerait l'âme n'est plus là. Et, et il reste juste ce constat-là, qui est un constat physique et qui n'est plus du tout la personne. Et tout cet épisode est vraiment centré là-dessus. Et c'est hyper intense. Hyper intense. Hyper intense. C'est un épisode où j'ai plusieurs fois sangloté vraiment fort. Tellement. Je sais pas, c'est même pas dit en fait, c'est vécu. Les acteurs sont assez magnifiques aussi, je le dis pas depuis le départ, mais même si la plupart du temps ils jouent des rôles, des trucs assez goofy, et justement ils sont forts parce qu'ils arrivent à faire les deux. De temps en temps, quand il faut être vraiment sérieux et plus authentique sur ce genre de choses, ils sont grave présents. Donc voilà, pour cet épisode. Et je finis avec un, un plus de ouf pour cette série, qui a aussi réussi à créer, à partir de la 5e saison, de nulle part, une sœur à Buffy. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a un nouveau personnage dedans. C'est la sœur de Buffy. On nous dit rien dessus. Elle a toujours été là, selon l'histoire. Elle a toujours existé, puisque bah, Buffy la considère comme sa sœur. Tout se passe normal. Sauf qu'elle est arrivée du jour au lendemain. Donc ça, pour découvrir pourquoi, à ceux et celles à qui ça aurait donné envie, je vais pas vous révéler le truc, parce que c'est même le truc de toute la saison, voire plus. Donc ce serait un peu la loose. Mais voilà, vraiment, alors là, petit plus de ouf, parce que quand vous verrez, si vous voyez, vous verrez que c'est amplement justifié, que non seulement ça apporte un intrigue sur plein de niveaux, parce que c'est toujours bien d'avoir du sang frais, mais en plus, bah, c'est grave pris dans le jeu du scénar, enfin, c'est hyper bien foutu. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette série. Si vous en voulez plus sur Buffy, je peux vous en donner encore plus. Je pourrais faire un détail beaucoup plus profond de tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Si vous êtes, enfin, si vous avez d'autres séries du genre que vous trouvez incomprises, s'il y a des fans des sœurs Halliwell qui m'ont entendu crier là-dessus, eh ben, réagissez en commentaire, n'hésitez pas. Ce sera toujours cool de pouvoir échanger. Donc du coup, sur ces deux sujets qui nous ont fait presque une demi-heure, je pense, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, je sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, je vous souhaite que ce soit un bon moment et relaxez-vous. Le monde va pas s'écrouler, enfin presque. En tout cas, on est encore là, on tient ensemble et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.